Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je suis très heureuse aujourd'hui d'échanger avec Frédéric Barral. Frédéric, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vous et de votre parcours? C'est peut-être un petit peu long et à la fois je me dis que, pour la thématique qui nous intéresse, c'est-à-dire la femme entrepreneuse, je crois que mon parcours en fait c'est une belle expérience qui illustre un peu cette, peut-être, l'avantage et la difficulté d'être une femme entrepreneuse en fait, donc j'ai eu un bac arts et littérature et je devais en fait aller aux Beaux-Arts de Paris, mais je devais aussi surtout m'extraire d'un milieu familial. J'ai choisi d'être éducateur sportif, en fait, de partir dans l'idée d'un diplôme d'éducateur sportif, parce que pour moi, c'était l'idée, voilà, en 2 ans, je pouvais avoir mon diplôme et puis, très rapidement exercer et être indépendante rapidement. Donc j'ai donc obtenu un prêt étudiant et j'ai quitté, ma ville natale de Picardie pour aller en Maine-et-Loire dans un centre de formation sportive. Puis mais malheureusement, en fait, j'ai eu un grave accident de voiture l'été entre la première et la deuxième année de formation et donc j'ai dû abandonner l'idée d'être éducatrice sportive et voilà, j'ai passé 2 mois alité, je suis sortie en fauteuil roulant, rééducation et cetera. Donc voilà, j'ai commencé un parcours un peu mon parcours chaotique commençait. Il y a parfois comme ça des événements qui chamboulent un peu tous vos plans. Alors et malheureusement, je devais rembourser mon prêt étudiant même si j'avais pas de diplôme, donc j'ai très vite travaillé dans la vente et je me suis fait accepter. J'ai développé des compétences, voilà, seule pour être reconnue dans ce milieu. Je suis devenue responsable d'une parfumerie et en même temps, j'avais donc passé un CAP esthétique parce que j'avais envie de comprendre les mécanismes physiologiques, du fonctionnement de la peau pour pouvoir conseiller mes clients et au bout de quelques années, j'en ai eu un peu assez de cette vision de la vente qui permettait pas vraiment qui prenait pas en compte les besoins des personnes, mais qui venait surtout, hem, répondre à l'exigence d'une société qui, devait vendre ce qu'il avait en stock ou à l'exigence des marques qui payaient pour être mises en avant. Et donc du coup, j'ai abandonné ce métier, je suis retournée un peu à mes premiers amours et je me suis offert le luxe de reprendre, des études et je suis partie sur les bancs de la fac à 24 ans pour passer une maîtrise dans l'histoire de l'art. Je crois qu'il y a dans cet état d'esprit de l'entrepreneur quelque chose comme ça de, cet espace où on a un peu toujours envie d'apprendre en fait. C'est comme, avoir envie pas on peut pas rester en place en fait. Il y a tout quelque chose qui nous habite, ce besoin d'avancer, d'évoluer en permanence. Donc voilà, donc pendant ces 3 ans à la fac, j'ai eu ma fille, c'est-à-dire que j'ai j'ai vécu cette belle aventure d'être enceinte à la fac. Et donc on est un peu atypique sur les bancs de la fac quand on a le ventre qui grossit au fur et à mesure des mois, c'est assez drôle. Et puis donc à la sortie diplômée, j'avais donc une place qui m'attendait, dans un musée dans lequel j'avais fait un stage. Et puis j'avais perdu un bébé juste avant d'avoir ma fille, alors j'avais juste moi envie de vivre ce bonheur d'être mère et de profiter vraiment de cette part de la vie d'une femme. Hem, donc et depuis d'ailleurs, j'ai beaucoup discuté avec des femmes comme ça sur, cette expérience d'être mère, ce moment où on est habité par cet élan instinctif vraiment de vouloir être avec son enfant, de l'aimer, de l'accompagner dans la vie. Je pense que c'est quelque chose dans la vie d'une femme qui est très fort et que les femmes ne se le permettent toutes pas. Et je trouve ça dommage et pour l'enfant et pour la famille et pour la mère et donc moi, du coup, la solution que j'avais trouvée à l'époque, c'était de faire nounou à la maison. Donc j'ai gardé d'autres enfants en même temps que je gardais de ma fille et du coup, ça a été un pur bonheur. Mais la difficulté de ça, c'est qu'à un moment donné, en fait, malgré tout le bonheur d'être avec ses enfants, il y a une part de moi, cette entrepreneuse en moi qui s'est vite ennuyée et du coup, j'ai monté ma première société. Alors pendant que les enfants dormaient, en fait, je dessinais et vectorisais des stickers muraux. C'était à l'époque de la grande mode des stickers muraux et comme mon mari était, graphiste, en fait, il m'a filé un petit coup de main et le soir, en fait, je faisais fabriquer les stickers et le soir, je les préparais et je faisais les envois et donc la société s'appelait Harmonie Intérieure. Et donc voilà, j'avais cette double activité qui venait répondre, en fait, à tous mes besoins de femme et notamment le besoin de l'entrepreneuse. Voilà. Et puis, à l'époque, en fait, ma fille est tombée malade, et donc du coup, il a fallu que je réponde aussi à cette exigence-là. C'est-à-dire que rapidement, elle a été déscolarisée et j'ai fait le choix, en fait, de l'école à la maison.
Et du coup, les week-ends, elle restait avec son papa et moi, j'allais me former à la méthode Montessori pour pouvoir l'accompagner au mieux, en fait, avec des outils, voilà, que j'estimais performants. Et donc j'ai cessé de travailler pour le projet Harmonie intérieure et aussi à cette époque-là, en fait, je m'apercevais au fur et à mesure que je travaillais dans ce domaine-là, l'aberration écologique, en fait, du sticker muraux. J'étais en train de chercher, en fait, des solutions avec, du maïs, production au maïs. Mais quand ma fille est tombée malade, en fait, voilà, il a fallu que je fasse des choix et j'ai arrêté du coup, cette activité. Voilà. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans tout ce parcours, c'est que je m'aperçois qu'en fait, en écoutant instinctivement mes besoins de femme et donc ce besoin de mère, en fait, de me positionner en tant que mère et de trouver la solution, en fait, pour sortir de ce qui pouvait paraître à l'époque comme une problématique insurmontable. C'est-à-dire que du coup, je me suis formée à la méthode Montessori et je devenais enseignante. Et en fait, au fur et à mesure de la vie, il m'est apparu, en fait, des possibilités de travailler dans des écoles Montessori, mais au biais de rencontres, en fait, un peu comme ça, au hasard de la vie. Et j'ai eu la chance notamment de travailler à Bali dans une école internationale. Donc j'ai vécu à Bali et j'ai travaillé dans une école internationale où moi j'intervenais en tant que professeure Montessori en français. Et ma fille, du coup, était intégrée à l'école, ce qui a été une expérience absolument fabuleuse. Donc cet endroit comme ça où on a l'impression que c'est insurmontable, qu'il y a une problématique insurmontable et qui en fait, si on s'ouvre à la possibilité qu'elle permet, on offre autre chose pour sa vie en fait. Et je trouve ça vraiment intéressant. Avec du recul aujourd'hui, je m'aperçois que c'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà, et puis entre-temps, en fait, avec tout ça, un nom était tombé sur les symptômes de ma fille et donc la maladie cœliaque. Alors, plus d'hôpitaux, plus d'examens, plus de juste en fait une éviction, celle du gluten. Alors à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était que le gluten. Les médias, ils n'en parlaient pas encore beaucoup. Donc j'apprenais que ce gluten agissait comme un poison pour les malades cœliaques et donc me voilà partie, dans ce nouvel objectif de comprendre, la maladie, pour soutenir ma fille, pour lui éviter, toutes les frustrations alimentaires que ça pouvait représenter parce que le gluten, je m'apercevais qu'il y en avait partout. Alors de colloques médicaux où je participais, j'ai fini par en organiser. Je fais venir des professeurs des États-Unis pour parler de la pathologie, voilà, et là on commençait à entrer dans l'époque où, le gluten, on parlait du gluten comme un régime amaigrissant, voilà, c'était prôné par des artistes autour de l'amaigrissement et moi je me battais pour que les personnes qui souffraient de cette pathologie et surtout les enfants soient reconnus non pas comme des casse-pieds en fait, qui veulent juste, s'amuser avec un nouveau régime alimentaire. Alors du coup, j'ai décidé de créer le magazine Yepi, pour soutenir les personnes, voilà, dans le changement alimentaire, qui le font pour des raisons de santé et de bien-être, en fait et je connaissais rien au monde de l'édition. Je me souviens, en fait, j'étais dans mon bain et je réfléchissais à tout ça et je me disais: «Waouh, il me faut un nouvel objectif». On rentrait de Bali, justement et je me disais: «Ouais, il me faut un nouvel objectif» et on commençait à parler du sans gluten et là, je me suis dit: «Waouh, il y a pas de magazine sur le sujet» et donc je me dis: «Mais oui, on peut créer un magazine sur le sujet» et je me souviens me dire: «Oui, mais il faut un nom» et je me souviens du nom Niepi est venu à ce moment-là, parce qu'en vivant à Bali, on avait vécu cette fête de Niepi qui s'écrit N-Y, N-I-E-Y-P-I, non ou N-Y-P-I, oh je me souviens plus. Non et en fait, dans cette, la manière dont symboliquement les Balinais vivent cette fête, c'est qu'en fait, il faut faire taire, les démons qu'il y a sur l'île, il faut les faire partir et donc ils font du bruit, ils construisent des grands monstres, ils font du bruit pendant toute une nuit et après pendant ils f à minuit, en fait, ils cessent le bruit sur l'île, ils brûlent les monstres et à ce moment-là, ils vont tous chez eux, ils ferment les portes et pendant toute la journée du lendemain, c'est silence sur l'île pour que les démons surtout ne repénètrent pas pour laisser place à un renouveau. Et moi, j'avais vécu cette expérience un peu comme quand on apprend qu'il faut se passer du gluten qui est partout. Et ben, en fait, il faut faire taire nos peurs de se dire on va jamais y arriver, on va être frustré par l'alimentation, mais justement s'ouvrir à un changement, à un renouveau, apprendre à cuisiner différemment, à faire ses courses différemment. Et là, du coup, on peut trouver de nouveau la joie de vivre ça. Et donc, j'avais appelé Niepi, N-I-E-P-I, dans l'idée de nier l'épi de blé, dans la plus grande source de gluten. Voilà et donc me voilà partie sur ce nouveau projet, en mettant mon mari dans la boucle parce que graphiste et donc du coup, il pouvait bien m'aider. Voilà et puis comme je connaissais rien à l'édition, je me suis, heurtée à, du coup, à vouloir tout connaître de ce milieu-là et je me suis rendue compte, en fait, de l'aberration, pareil, d'un système et au niveau du système écologique.
voilà, trop d'encre, trop de papier, trop de pertes, trop de papier de magazines qui partent en destruction. C'est-à-dire il fallait injecter énormément en fait de magazines dans un grand circuit pour en vendre très peu. Le reste partait à destruction. Il fallait payer pour récupérer les invendus. Enfin, je m'apercevais en fait de l'aberration d'un système. Et donc, j'ai trouvé des solutions m'incluant dans un groupe qui justement réfléchissait à ça. Et donc, on a choisi la vente sur le net et la vente surtout dans un réseau de magazines vendus en magasin bio à flux tendu, en fait. Voilà. Puis les maisons d'édition sont venues m'interpeller pour la création de livres. Et donc, j'ai choisi de travailler avec la maison d'édition Terre Vivante, justement pour son éthique. Et à l'époque, donc, tous les trimestres, je faisais donc seule le contenu d'un magazine avec les différentes thématiques. Et puis, en allant chercher des contributeurs, un peu comme vous, des gens qui avaient des choses à raconter, des gens passionnés qui avaient des choses à partager. Et puis, je faisais en même temps un livre tous les trimestres. Pendant 4 ans, ça a été ça. Donc, je vous laisse imaginer un peu le rythme qu'on avait. Avec mon mari, donc, on s'occupait plus de de la mise en page, la partie graphique du magazine. Et puis en parallèle de ce travail, en fait, comme j'ai passé un diplôme de nutrition parce que beaucoup de personnes venaient me voir en fait pendant les conférences ou me parlaient, me demandaient me demandaient mes conseils parce que j'avais de l'expérience dans ce domaine, dans cette vie sans gluten. Et là, je me sentais illégitime de les accompagner parce que ben, j'avais pas de diplôme adéquat. Donc j'ai passé en même temps un diplôme de nutritionniste pour avoir cette légitimité d'accompagner. Donc on s'est bien épuisé dans ce rythme soutenu, de l'activité, mon époux indépendant, lui, avait, son activité qui grandissait, donc il était de moins en moins enclin à octroyer du temps en IEPI. Alors on s'est séparés il y a 4 ans pour différentes raisons, mais je pense que vraiment le manque de sérénité d'une vie à 2 passionnés entrepreneurs est très exigeante pour un couple. Donc depuis, j'ai appris davantage l'équilibre, mais j'ai eu ce laps de temps, en fait, où j'ai arrêté l'entrepreneuriat parce que justement beaucoup de chamboulements de vie et donc du coup, j'ai travaillé comme rédactrice, pour une entreprise et et puis, bah, il y a toujours cet appel, en fait. À un moment donné, je crois qu'il y a cet appel du nouveau projet, je ne sais pas comment, exprimer ça, mais vraiment un endroit, je finis par m'ennuyer et j'ai besoin d'aller créer encore et encore. Et donc ma fille m'a vraiment poussée et m'a dit: «Mais reprends ton activité NIEPI» parce qu'en parallèle, hein, je continue quand même les consultations. L'accompagnement, c'est pour moi vraiment important et puis justement dans l'accompagnement des consultations, dans toujours ce chemin où, à un moment donné, j'ai l'impression que quand il y a une maîtrise, et ben, OK, maintenant on peut passer à autre chose. Et en s'apercevant que la nutrition est un des piliers de la santé, mais pas que, bah, forcément, il fallait aller voir plus loin pour pouvoir prendre en considération l'ensemble de l'humain, donc diplôme de naturopathe. Et puis après, ben, là, je suis encore en formation en neurosciences parce qu'effectivement, quand on prend en connaissance l'ensemble de l'humain, à un moment donné, on s'aperçoit à quel point, le corps a son importance, mais le psychisme aussi, l'émotionnel aussi. Voilà, on sait aujourd'hui l'importance, hem voilà, de la pensée sur le mode de fonctionnement de l'organisme, la neurogénèse, enfin voilà, et cetera. Donc aujourd'hui, voilà, je suis en formation en neurosciences et je pense que voilà, c'est cette prise en globalité sur le plan physique, psychique et voire aussi énergétique de l'humain est vraiment passionnant et je m'aperçois qu'au-delà, en fait, de l'accompagnement individuel et de cette fabuleuse richesse de la découverte de l'autre, hein, du parcours, pour renaître à la vitalité que je fais avec mes patients, bien, je m'aperçois que la transmission se fait de plus en plus, prégnante et ça, je le vis à travers les stages donc que je propose, par exemple l'alimentation, l'émotion, les stages de changement qui comprennent aussi le changement alimentaire, les stages de mise au repos de mes systèmes qui comprennent le système de pensée, le système digestif et autres, les stages culinaires pour apprendre à prendre soin de sa féminité. Donc, par exemple, les périodes de grossesse, la ménopause, prendre soin de son immunité. Enfin, voilà, il y a énormément de thématiques voilà, qu'on retrouve dans la partie actu du site NIPI. Alors, tout ça, c'est un peu long, mais en fait, je vous le partage parce que euh, dans la grande thématique, voilà, quand je regarde cette idée d'entrepreneuriat et cette dualité qu'on peut rencontrer souvent en tant que femme, justement, entre nos envies de femme, de mère, et cette envie d'entreprendre dans un monde qui est quand même vraiment, enfin, on peut le dire, qui est très masculin, eh ben, je m'aperçois en fait que les moments où j'ai quand même écouté cet instinct de mère ou de femme, soit de mise au repos pour cette introspection, pour recommencer différemment,
ou juste écouter en fait cet élan de mère, ben, ça m'a permis de me construire moi en fait, à partir de justement de peut-être cette féminité. En fait, hem, de toutes ces expériences, en fait, je crois que toutes ces expériences sont venues m'enseigner et font la femme que je suis aujourd'hui et au final, je crois que j'ai accepté de ne faire que trouver des solutions pour m'adapter à un environnement et ce qui pouvait paraître à l'époque comme une problématique s'est avéré un cadeau dans la lignée de mon chemin. Et c'est aujourd'hui, je vois comme j'ai su écouter mes instincts, donc comme je disais, profonde femme, ces nécessités de mère, ce besoin viscéral de protéger mon enfant. D'ailleurs, je me souviens, ouais, c'est ça. Je me souviens d'un livre que j'avais lu quand j'étais enceinte. Je sais même pas s'il est encore édité. Et je crois que c'est Michel Audin. Mais ça s'appelle L'amour scientifié. On entend science dans ce livre. Et vraiment, c'est l'endroit. Je me souviens des endroits en fait qui font écho justement à ce qui se passe hormonalement dans le corps de la femme et qui pousse cet instinct, cet amour intense pour son enfant. Et j'ai trouvé ça fabuleux, en fait, parce que on a l'impression, on se donne tort en tant que maman, on se dit, mais en fait, c'est quelque chose qui s'exprime aussi biologiquement, qui est visible biologiquement, parce qu'on a quelque part ce devoir. Voilà, c'est un instinct, mais aussi quelque part, voilà, c'est un rôle en fait en tant que mère. Et je trouve tellement dommage quand les femmes ne peuvent pas vivre quand elles ont envie de vivre et qu'elles vivent cette frustration-là. Je trouve ça vraiment dommage. Alors ouais, voilà. Euh, je crois que il y a quelque chose. C'est comme. Je crois qu'en fait, je m'aperçois que toutes ces expériences, quelque part, elles sont venues nourrir un grand pourquoi. Qui est présent en fait depuis des années chez moi, même si au début je l'avais pas vu comme ça. Je l'ai compris après en fait, mais quand à un moment donné je me suis questionnée, mais c'est quoi mon pourquoi? Alors oui, il y a des pourquoi de création, etc. Mais mon grand pourquoi à moi, en fait, je crois que j'ai envie chaque jour d'être une meilleure version de moi-même, en fait. Et ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire offrir au monde le meilleur de ce que je suis et ce que je mets à la racine du coup de chacun de mes actes et de chacune de mes pensées, ben, c'est l'amour. Alors pas l'amour galvaudé. Pas l'amour galvaudé humain, enfin voilà, on met beaucoup de choses derrière ce mot-là, mais ce que j'ai, ce que je mets moi derrière, c'est en fait c'est l'énergie originelle de création. Et en fait, c'est ce qui pousse à la création. Et je crois que quand on est entrepreneur et qu'on met ça à la racine et qu'on écoute ça, qu'on écoute cet élan-là, on peut aller que vers soi, en fait. On peut aller que vers l'expression de soi. Alors voilà, je crois que j'ai appris à pas subir l'environnement, mais à créer à partir de ça. Ouais, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et effectivement, toutes les épreuves du coup que vous avez traversées ont été des tremplins pour vos activités. Ça, c'est incroyable de constater ça. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est tout l'apprentissage au fur et à mesure que vous avez réalisé, sans aucune peur, pourtant pour des grands projets. Hein. Niepi, c'est un grand projet, c'est national. Les stickers aussi, et en améliorant les concepts en plus. Donc c'est vraiment, et je crois vraiment en ce que vous dites pour le pourquoi. Parce que quand il y a de l'amour comme ça derrière, quand il y a de l'intention, une intention positive à offrir au monde, forcément, on produit quelque chose de bon et on se sent bien dans ce qu'on fait, quoi. Et en fait, vous vous êtes écouté. Et c'est Oui, incroyable parce que, oui. eh bien, voilà, on ne s'autorise pas forcément à s'écouter. Oui, c'est ça. Et je crois on peut se perdre dans une grande dualité à vouloir répondre à des nécessités. Mm. Bah, j'ai été très souvent dans l'urgence et dans des difficultés et c'est pas toujours facile hein, de vraiment de s'écouter. C'est pas toujours facile. Ouais. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous avez senti en tant que femme que c'était un parcours compliqué, le fait d'être entrepreneur? Entre les croyances qu'on peut avoir nous-mêmes, qu'on s'est forgées et les croyances que la société et tout ce que la société a mis en place qui n'est pas forcément égalitaire. Est-ce que vous avez senti des choses, qui vous ont empêché d'avancer et qu'est-ce qu'il faudrait changer à votre avis? Ouais. Ah bah, ouais, vous l'avez vu, hein, c'est que ça a été quand même un parcours un peu chaotique justement entre ce désir de femme, de mère, le désir d'entreprendre, cette nécessité d'urgence, voilà, de m'en sortir comme je disais. Et à la fois, je m'aperçois que les choix que j'ai faits pour respecter et surtout ce désir d'être mère à un moment donné aussi pour faire face à la maladie de ma fille hein, et puis et respecter mes valeurs, bah voilà, m'a amené à entreprendre en fait. Et oui, c'est sans doute plus facile pour un homme qui pense qu'à sa carrière et pour qui la famille, c'est un cocon organisé par la femme, un cocon où il peut juste se poser après le travail pour décompresser. Tous les hommes sont pas dans ce schéma-là, mais dans ce cadre-là, effectivement, c'est plus facile pour un homme. Et puis, concernant les croyances, oui, quand on entreprend en tant que femme,
Je crois qu'on mimétise beaucoup l'égrégore ambiant, c'est-à-dire ce schéma, cette croyance collective. Je crois qu'on laisse s'exprimer et s'empuissancer notre part d'énergie masculine pour faire face au poids, enfin, pour faire face à l'énergie masculine provocatrice existante. Alors oui, les femmes, on a tendance à nous empuissancer dans cette énergie dominatrice. Et j'ai parfois même vu des femmes qui être de vraies prédatrices dans le monde du travail et même prédatrices envers l'homme pour leur faire face. Et d'ailleurs, surtout dans le monde des chefs de cuisine où les codifications sont encore malheureusement très machistes. Et je pense que ouais, dans trop de nombreux endroits encore, dans le monde culinaire et à l'inverse de ce comportement, je crois que j'ai appris à certains endroits que je pouvais créer à partir de cette énergie féminine qui m'habite et me nourrit en fait, chaque jour. C'est une énergie qui est plus douce, plus instinctive, faite de compassion, d'altruisme et qui peut vraiment se déployer dans la matière et dans le monde dans lequel on vit. Je crois que nous sommes nombreuses, nous les femmes, à savoir déployer notre énergie yang masculine pour exister dans cet univers, ouais, typiquement masculin, pour nous confronter, pour gagner notre place. Mais je crois que c'est au prix souvent d'un épuisement. Car car cet exemple alors, en fait, de cet exemple que nous donne la société, ce que nous propose ce monde, en fait, c'est pas notre énergie propre. Et je pense qu'à un moment donné, les femmes entrepreneuses peuvent se perdre à vouloir sans cesse être dans cette énergie masculine plutôt que d'aller chercher, la puissance et ouais, la force de cette énergie féminine, ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait changer? Bah, peut-être justement accepter la richesse de nos différences. En fait, voir que nos différences sont des richesses, reconnaître que la qualité que nous proposent ouais, reconnaître cette qualité que nous propose cette différence. Et je pense même qu'au-delà du carcan séparateur de l'homme et de la femme, par exemple, dans mon expérience Montessori, j'ai vu les enfants, en fait, hem Heu, j'ai vu comme chaque individualité, chaque point fort, qui fait la différence d'un être à un autre est une richesse, en fait, pour le groupe. Chaque capacité de l'un peut compléter les compétences de l'autre et ça, c'est une richesse que de l'humain qu'aucune intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer et justement, oui, une femme, est une femme, un homme est un homme. Une femme, n'a pas les mêmes qualités qu'un homme et un homme, bah, il lui manque les qualités féminines et je crois qu'au lieu de les affronter, bah, harmonisons-les. Au lieu d'une lutte de pouvoir, apprenons à travailler ensemble, en fait. Je crois que c'est ça aussi à reconnaître, à mon avis. Ce qui sera à changer, ce serait sans doute ça. Ouais, c'est intéressant de s'autoriser en tant que femme à entreprendre d'une façon qui n'est pas forcément celle qui est représentée, Voilà. pour la Mmh. plupart du temps, quoi. Votre modèle économique pour, Niepy ou pour les stickers, c'était quoi? Est-ce qu'il était, équilibré? Est-ce que vous avez réussi à le trouver facilement? Est-ce que vous arriviez à gagner correctement votre vie, avec ces 2 activités-là et avec l'activité d'édition d'ailleurs? Et puis l'accompagnement en plus que vous avez? Mmh. Ça en fait, ça a été, ma manière de fonctionner dans le couple, hein, parce que je suis restée mariée quand même, la majorité de ma vie. Notre manière de fonctionner dans le couple en tant qu'entrepreneur était assez intéressante et je trouve assez riche justement, c'est-à-dire qu'il y avait pas de dualité, on entreprenait. En fait, comme on avait tous les 2 cet esprit d'entrepreneur, je crois qu'on entreprenait et à un moment donné, en fait, ben, l'autre pouvait venir soutenir le projet et ça c'était tellement agréable et tellement bien. Oui, on est arrivé à un équilibre économique avec Nipi à un moment donné, heu et au final, en fait, c'est pas ça qui nous a fait prendre la décision d'arrêter. Quand on se retrouve seul à entreprendre, quand on est une femme seule et qu'on doit trouver, cet équilibre-là à un moment donné du début de l'activité, je crois que, ben, il faut que l'activité elle existe, il faut se faire connaître, il faut oser se montrer, il faut oser être. Il y a toute l'histoire de l'image aussi, et c'est pas simple d'entreprendre, une femme seule, d'avoir tout à gérer, évidemment. L'équilibre économique est pas facile à trouver. Ouais, je pense que ça va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, bien évidemment, la communication, se faire connaître, se montrer, être visible, c'est l'élément indispensable. C'est-à-dire qu'il y a la partie où je crée mon produit et la partie: «Regardez, j'ai fait un truc génial et si ça vous appelle, je suis là» et ça, c'est indispensable aujourd'hui. Il faut savoir le faire. Il faut s'octroyer le moyen de le faire. Ouais, ouais, merci Frédéric. Alors, du coup, il y a eu beaucoup d'expériences dans votre vie d'entrepreneur. Qu'est-ce que vous avez appris à chaque fois? Qu'est-ce que vous avez appris grâce à Niepy? Qu'est-ce que vous avez appris
grâce aux accompagnements avec la nutrition? Qu'est-ce que vous avez appris avec l'édition de livres? À un moment donné, prendre du recul et regarder ce qui est accompli. En fait, ça permet d'ajuster les choix pour avancer vers l'objectif, mais je dirais vers le prochain petit objectif. C'est comme si que, en fait, obtenir un grand objectif nécessite des petits pas, des étapes et sortir le nez du guidon, comme on dit, regarder ce qu'offre, l'environnement, parce que l'environnement est toujours changeant et ne pas prendre l'environnement comme un frein, mais regarder les potentiels qu'il propose, en fait. Ajuster les petits pas, s'adapter sans cesse, sans perdre de vue le grand objectif, garder son pourquoi et ajuster le comment. C'est comme en fait, c'est l'idée de changer. Hem, c'est il faut accepter de changer et ce n'est possible qu'en prenant chaque jour le temps du recul et du réajustement. Sinon, à un moment, on prend le risque de plus savoir où on va, on risque de perdre le sens. J'ai appris que lorsque vous vous lancez, et ça c'est surtout par rapport aux livres aussi, hem, j'ai appris que lorsque vous vous lancez dans quelque chose de nouveau pour vous et que vous analysez les modèles de fonctionnement existants de ce nouvel environnement en fait et que cela vous paraît pas juste et pas judicieux, hem, eh bien, vous avez le droit d'imaginer autre chose. Vous avez le droit d'imaginer, de créer un chemin plus vertueux. Parfois, vous pouvez créer des vraies solutions parce que votre regard est neuf justement, non formaté et ça peut être une vraie aubaine. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer même si vous connaissez rien au domaine en fait. Étudiez-le et faites vos propositions. Placez l'objectif et vous verrez que les solutions viennent à vous en fait. Vraiment super, moi j'arrête pas de dire effectivement que fait est mieux que parfait et effectivement il faut avoir une agilité, incroyable en tant qu'entrepreneur, mais c'est aussi la magie parce que du coup tout est possible en fait. Chaque C'est ça, jour, tout est remis sur la table et tout est possible. Donc exactement, ouais. c'est passionnant. Mmh. Quelle citation vous a guidé ces dernières années? Alors, j'aime beaucoup, une citation c'est une vieille citation, c'est Socrate, qui a été beaucoup repris, mais en fait, j'aime la manière dont il exprime. Il dit: «Le changement non, le secret du changement, c'est de consacrer votre énergie non pas à lutter contre votre passé, mais pour construire l'avenir» et ça rejoint un peu ce dont on parlait juste avant. C'est assez subtil, mais en fait, c'est comme c'est effectivement chaque expérience enseigne. Donc si le passé est enseignant, il doit pourtant ne pas être enfermant et il doit pas formater un comportement. Pour moi, c'est l'idée, de pas rester coincé dans une espèce de victimisation d'un passé, mais de le voir comme un apprentissage, de reconnaître le passé comme un enseignement avec humilité et honnêteté, mais pour construire autre chose. Ce qui me fait d'ailleurs, du coup penser à une autre citation, d'Einstein, hein, qui est très connue, mais pareil que j'adore beaucoup, j'y pense souvent, c'est que la folie est de toujours, se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. À mon sens, un entrepreneur doit savoir s'adapter, on en parlait tout à l'heure, doit s'adapter à un environnement pour en créer un nouveau. En fait, s'il reste coincé dans des schémas de réponses comportementales, inconscientes, en fait, il pourra jamais créer rien de nouveau. Même comportement, même résultat. Donc en fait, parfois, il faut savoir justement prendre ce recul, se regarder fonctionner cruellement parfois et avec vérité et honnêteté et changer ce qui doit être changé et qui nous éloigne en fait de l'objectif qu'on veut atteindre. C'est pas toujours simple, hein. Surtout que souvent, on sait ce qu'il faudrait faire, mais on se met des barrières, on procrastine parce qu'on n'arrive pas à trouver la meilleure façon de le faire pour soi, parce qu'on n'a pas les outils, la connaissance, et cetera. Donc, c'est facile de rester dans des schémas qui ne fonctionnent pas et Ouais. c'est malheureusement, voilà, il Mmh. faut il faut se donner du courage pour changer, pour avancer. Ouais. Hem, quel est le meilleur investissement que vous ayez pu faire en tant qu'outil ou en tant qu'accompagnement? En fait, j'ai fait énormément de formations. À chaque fois, voilà, cette envie dès que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose et ben, soit bah, je en fait, on a 2 solutions quand on s'aperçoit qu'il nous manque quelque chose. C'est soit on va acquérir la connaissance, la compétence, soit on s'entoure de personnes qui ont ces compétences-là. Et moi, très souvent, j'ai fait le choix d'aller acquérir la compétence. Donc j'ai fait énormément de formations, donc assez difficile de dire, quel est mon meilleur investissement et je dirais que quelque part, je crois que le meilleur investissement, c'est investir en soi-même. Alors c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que en fait,
chaque nouvelle formation, en fait, est venue compléter mon savoir-faire et mon savoir-être pour répondre à un élément manquant. Donc en gros, j'ai choisi d'investir en moi-même pour être porteuse de solutions. Donc je dirais quel que soit, l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse, investissez en ce qui vous manque pour être porteuse de la solution, en fait. Investissez en vous, en voilà, je crois que c'est ça, en fait, et puis aussi, je crois que c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir un modèle, une personne qu'on aime bien ou mais je dirais assurez-vous que ce modèle soit congruent, en fait, voilà, entre ce qu'il dit et ce qu'il et les objectifs qu'il a atteints. À un moment donné, c'est vrai que le résultat, ben, il parle de lui-même. Donc quand on investit dans une formation avec quelqu'un, voilà, choisir quelqu'un de congruent, voilà. Ouais, c'est très juste. Investir en soi, de toute façon, je crois il y a rien de plus beau et rien de plus, porteur pour son avenir, Mmh. de femme entrepreneur. Alors, ces derniers mois ou ces dernières années, est-ce qu'il y a une croyance ou une nouvelle habitude que vous avez prise et qui a amélioré votre vie? Bah, je dirais que même pour reprendre un peu les citations que j'ai abordées plus haut, en fait, je crois que j'ai compris que j'avais rien à subir, mais que j'avais tout à créer. Et une fois que j'avais compris ça et que je l'ai vraiment ancré comme une croyance, en fait, ça m'a beaucoup aidée. En fait, quand mon environnement me convient pas, je choisis autre chose et j'avance toujours vers mon objectif. J'ai appris qu'ici-bas, en fait, tout est mouvement, même au niveau cellulaire, et sans ce changement perpétuel, en fait, la vie n'existerait pas. Aussi, ben, il faut apprendre à perdre pour avoir bien mieux. Si on veut figer les choses, en fait, on n'avance pas. On reste là où on est et donc il y a d'où la nécessité, de s'amuser avec le changement, de vénérer justement notre faculté humaine d'adaptation et je crois que dans ce monde en totale mutation profonde en ce moment, c'est plus jamais, vrai, c'est plus que jamais vrai et nécessaire. S'amuser avec le changement, alors ça, je retiens. Ça donne envie, effectivement. Quel conseil donneriez-vous spécifiquement à une femme qui souhaite entreprendre? Et quel conseil ne faut-il surtout pas qu'elle écoute? Alors je commencerai par le conseil que je pense qu'il faudrait pas qu'elle écoute. Je dirais ce qu'il faudrait surtout pas faire, ce serait avancer dans son projet contre ses valeurs. Je pense que c'est important de bien penser, aux valeurs en fait, de son projet, c'est-à-dire bien penser à ce qu'on met à la racine de son projet, aux valeurs qui l'habitent et que l'on veut défendre. Celles qui nous sont chères, qui sont l'essence même du projet, je crois. Heu, jamais, ne prendre de décision ou faire des choses en fait qui vont à l'encontre, de ces valeurs-là. Parce que sinon en fait on se heurte à un chaos interne, à une espèce de dichotomie. On dit souvent: «On n'est pas aligné», mais en fait c'est tellement vrai et à ce moment-là en fait on ça va rendre impossible la continuité, du projet dans la joie et on perdra le sens. Et ce que je conseillerais qui va dans la même idée, c'est de garder du coup cet état d'enthousiasme, celui qui porte à agir dans la joie. Au final, c'est garder cette confiance en cette part, intuitive, en cette force créative, que porte justement le féminin, avoir foi en soi et pour ça, je crois que c'est assez, oui, c'est d'abord effectivement avoir foi en ce projet et dans les valeurs qu'il porte, en fait. Alors, c'est intéressant parce que ça fait 2 ou 3 fois que vous utilisez le mot intuition et c'est intéressant à prendre en compte parce qu'effectivement, suivre son intuition nous permet d'être congruente dans ce qu'on fait, au jour le Ouais. jour. Et justement, quand ça va pas trop, quand vous commencez à douter sur un de vos projets ou quand vous vous découragez, si vous ressentez l'envie d'abandonner, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe en vous et qu'est-ce que vous arrivez à mettre en place pour grandir de cette expérience? Ça a été aussi, je crois, un des plus grands apprentissages dans ma vie de manière générale et c'est cet espace de l'entrepreneuriat qui me l'a appris. En fait, j'ai vraiment vu à quel point le doute engendre la peur et à quel point quand il y a peur, il y a pas d'amour. Autrement dit, en fait, dès qu'il y a doute, il y a destruction. Le doute, alors dès qu'on tombe dans le doute, en fait, qu'on se laisse happer par le doute, il y a destruction. En fait, j'ai remarqué, j'ai appris que le doute, comme toute émotion, en fait, c'est un indicateur. Alors plutôt que de le rejeter, plutôt que de déprimer, heu, et si vous tentiez de le comprendre, d'aller écouter ce qu'il vous dit. En fait, il vous dit simplement il vous dit souvent: «C'est impossible, vous y arriverez pas», alors oui, OK, effectivement, vous pourriez échouer.
Et en fait, qu'est-ce qui vous ferait échouer? Quelle est la solution pour surmonter cet éventuel obstacle? En fait, le doute vient vous dire quelque chose. En fait, et surtout, qu'est-ce qui vous fait douter, en fait? Et si ce sont des personnes qui vous font douter, est-ce que ce ne sont pas elles les obstacles? Qu'est-ce qu'elles vous disent de vous-même? Que pensent-elles de vous? Et est-ce qu'il ne serait pas temps justement de vous débarrasser de leur opinion qui oppresse, qui enchaîne et qui empêche d'avancer? En fait, est-ce qu'il ne serait pas temps de devenir, ce que vous voulez, ce que vous choisissez d'être? Hem, En fait, et au final, est-ce que ces personnes-là vous parlent pas de leurs propres doutes, de leurs propres échecs et de leurs propres peurs? Heu, En fait, voilà, qu'est-ce qui vous dit ce doute? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à, mmh, à écouter de ce qu'il vous dit, en fait? Peut-être qu'il vous dit justement que vous n'êtes pas prêt, qu'il vous manque quelque chose, une compétence, et du coup, ben, peut-être, bah, justement, aller la chercher cette compétence, ou aller chercher quelqu'un qui l'a, encore une fois, ce que je dis souvent. Mais en fait, quelque part, si on l'écoute vraiment, ce doute, bah, il permet d'éviter l'échec. Il permet d'appréhender les obstacles et de trouver des solutions. En fait, il faut presque le remercier, et surtout pas tomber et pas se coincer dans le doute, en fait. Il faut le remercier et avancer. Il vient nous dire quelque chose, le doute, en fait. C'est incroyable, c'est génial. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus douter? La question à se poser, c'est: «Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus douter?» Beh, finalement. c'est ça. Le doute vient de me dire qu'effectivement, je pourrais échouer, en fait. Donc quel est l'obstacle qui me ferait échouer? Et bah, du coup, comment je résous ça? Exactement. Ouais, c'est passionnant. Merci Mmh. Frédéric. Alors il reste encore quelques questions. Alors pour vous, c'est quoi réussir dans l'entrepreneuriat? Beh, je dirais que c'est justement choisir qui on veut être et devenir. C'est choisir ce que l'on veut offrir à ce monde et le transmettre. Que ce soit un service, que ce soit un produit, ou les 2, en fait. Je crois que notre plus belle réussite, c'est être le meilleur de soi-même et l'offrir au monde et quand je dis ça, c'est vraiment, c'est aller chercher cet endroit, en fait, où on le fait en toute humilité, sans ego, mais juste pour justement unir cette différence. En fait, quelque part, peu importe l'endroit où ça s'exprime. Voilà. Je j'ai la je, mmh, C'est comme si, en fait, de toute cette expérience entrepreneuriale, je m'aperçois que, tout ce qui arrive, c'est juste un modèle de possibilité, même si on a l'impression parfois que c'est une difficulté. Ce qui importe au final, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Hem, Si on se dit qu'on est tous les possibles, qu'on incarne en fait un ensemble de possibilités, bah, qu'est-ce qu'on va choisir d'être et qu'est-ce qu'on va faire en fait pour exprimer qui on est et pour le partager à ce monde. En fait, c'est ça, entreprendre pour moi. Et réussir dans l'entrepreneuriat, du coup, ben, c'est, hem, choisir qui on veut être, peut-être reconnaître des endroits de qui on est vraiment, et puis l'exprimer à ce monde. C'est beau. On va l'écrire en grand. On va Alors condenser une phrase. ouais, c'est ça. Parlé de cet échange, avec toutes les adhérentes du réseau et du coup, je leur ai demandé, voilà, est-ce qu'il y a des questions que vous auriez, envie de poser en plus à Frédéric, aujourd'hui? Et du coup, j'ai quelques questions supplémentaires, mais alors si, vous voulez pas répondre, c'est pas un souci parce que c'était pas prévu du tout, donc Mmh. sentez-vous à l'aise d'y répondre ou pas. La première, c'est, bah, ça va vous parler, je pense, mais comment est-ce que vous faites pour concilier, votre vie professionnelle, votre vie d'entrepreneuse et votre vie privée? Et dans les moments que vous gardez pour vous, qu'est-ce que vous faites pour vous ressourcer? Alors, en fait, je m'aperçois que je ne, heu enfin, vous l'avez compris par rapport à tout ce que je vous ai expliqué de mon parcours, ma vie professionnelle a toujours été intimement liée à ma vie personnelle. Donc, voilà, c'est-à-dire que ce qui m'arrivait dans ma vie personnelle, quelque part, en cherchant la réponse à ce que l'environnement m'apportait, j'ai exprimé quelque chose d'entrepreneurial à chaque fois. Donc du coup, c'est vrai que cette dissociation, hem, je dirais que pour moi, heu il y a pas vraiment eu de dissociation, puisque, hem, la vie m'a amenée à entreprendre. En fait, c'est presque ça. Alors bien entendu, je pense que j'ai une fibre d'entrepreneuse, comme je vous le disais. À un moment donné, c'est vrai que j'ai plein d'idées à la minute, j'ai toujours envie de créer de nouvelles choses. D'ailleurs, j'ai toujours plein d'idées pour les gens, en fait. Quand je vois leur potentiel, je leur dis: Mais tu pourrais faire ça et tu pourrais le faire de cette manière-là». Enfin voilà, je crois que voilà, quand on est entrepreneur, je crois qu'on a une vision globale assez comme ça de l'objectif, de la personne.
de ce qu'il pourrait atteindre et c'est comme si après en fait, voilà, c'est ce que Philippe Guimand appelle, je donc c'est un physicien, il appelle ça la rétrocausalité et je pense que j'ai vraiment cette vision-là, quand je l'ai entendu en parler, je me dis: «Mais oui, mais c'est ce qui se passe en fait, c'est ce que je vois». Je vois une personne, un potentiel, je vois en fait un objectif qu'il pourra atteindre et c'est comme si à partir de cet objectif, en fait, il y a des chemins des solutions et des chemins qui arrivent en fait jusqu'à lui pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc c'est vrai qu'il y a, pour moi, j'ai du mal à me dire, je dissocie ma vie personnelle de ma vie d'entrepreneuse. Par contre, il y a 2 activités qui sont indispensables et qui font vraiment partie de mon cocon, c'est le sport. Ça, voilà, je fais du sport, et la méditation. C'est pour moi, l'équilibre, dans mon corps, l'harmonie dans mes pensées, dans mon esprit. Heu, c'est vraiment mes ressources. Elles sont quotidiennes. Ouais, c'est très intéressant. Mais je suis vraiment comme vous, j'ai beaucoup de mal à dissocier vie privée, vie professionnelle parce que, bah, c'est soi-même finalement, c'est un prolongement de soi-même, C'est donc ça. c'est assez compliqué. Et je trouve Hem, que c'est une question très intéressante parce que est-ce qu'il y a pas justement, dans cette volonté, en fait, dans cette idée de trouver, volontairement, ces espaces de dissociation, en fait, est-ce que du coup, il n'est pas énormément de frustration? Parce qu'il faut reconnaître, en fait, qu'effectivement, quand on a une âme d'entrepreneur, à n'importe quel endroit où on est, on sera en train d'entreprendre. On sera en train de penser: «Ah oui, ça pourrait faire ci, ah oui, mais ça pourrait faire écho à ça» et cetera. Et sans vouloir d'être ça et de faire ça, ça peut provoquer un chaos interne et justement ce que je disais, c'est dans cet endroit où quelque part on n'est pas aligné et on fait une séparation à un endroit où est-ce qu'il y a nécessité de faire séparation? On est ça en fait, je crois. Enfin, je crois. J'ai pas de réponse à ça, mais je m'interroge en tout cas sur mmh. ça. Ouais, ouais, je pense exactement comme vous, ouais. J'ai une autre question, d'une des adhérentes, qui est curieuse de savoir, si vous avez trouvé du soutien, du réconfort ou de l'aide, pendant toutes vos activités. Donc, on a bien compris qu'à un moment votre mari vous a soutenu puisque vous avez, co-créé ensemble, vous avez entrepris ensemble sur certains projets. Est-ce qu'à part votre mari, vous avez eu, du soutien, de l'aide, pour entreprendre? Oui, alors je dirais que ce qui est fabuleux dans ce qui s'est passé avec mon mari, c'est qu'on a été un soutien mutuel en fait à différents moments voilà, du moment où on a partagé notre vie ensemble et ça c'est vraiment très beau. Je trouve que c'est vraiment chouette. J'ai eu beaucoup d'amis, ouais, j'ai vraiment, je les remercie, hein, si elles écoutent, voilà, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont soutenue, ouais, dans ces moments, ouais, de doute ou, de doute de soi, parce que je crois que c'est ça qui est important, en fait. C'est des moments où on doute qu'on puisse y arriver et et là, j'ai vraiment, voilà, des amis qui savent reconnaître effectivement, mes compétences et qui savent aussi reconnaître mes faiblesses et qui savent de temps en temps aussi me dire: «Bah, ouais, mais il faudrait peut-être que, voilà, ça t'ailles le résoudre». Voilà et ça, c'est chouette aussi et d'avoir cette humilité aussi de recevoir, les conseils qui peuvent parfois bousculer, c'est important aussi, je crois. Ouais. Mmh. C'était vraiment super. Merci beaucoup Frédéric. Merci pour votre Merci. présence et Chouette, c'est vraiment chouette d'avoir cet espace, ouais, de pouvoir partager ça parce que je pense que c'est pas simple effectivement l'entrepreneuriat féminin, c'est pas simple. exactement et je manquais considérablement de modèles et grâce à ces échanges, je vais pouvoir en avoir plein. Je Ouais, suis ravie d'avoir pu partager en tout cas tout ça, c'est chouette. ouais, merci Merci pour beaucoup. cette opportunité là du coup. Bah, je vous en prie, merci. À une prochaine fois Frédéric. Au revoir.